Je suis Vincent Gesser, je suis politiste et sociologue au Centre national de la recherche scientifique dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, au pluriel, et qui dépend aussi d'ailleurs de Aix-Marseille Université. Vous savez, la Tunisie était un protectorat, c'était pas une colonie française au sens de l'Algérie. Et depuis les années 1880, c'était un protectorat, donc avec un gouvernement en principe souverain, qui était le B, c'était un système royal, bellical, euh, avec des ministres, avec en principe une administration locale. En réalité, derrière ce statut de protectorat, il y avait ce qu'on pourrait appeler un mode de régime de colonisation. Donc, croire qu'un protectorat n'était pas une colonie, ça, il faut le remettre en cause. Oui, c'était bien une colonie. Il y avait un, une administration française, il y avait une tutelle française, la politique étrangère était française, la politique sécuritaire du pays était française, l'économie était dominée par une politique française. D'où, effectivement, on retrouve en Tunisie ce qu'ont connu de nombreuses sociétés de la région, du Maghreb, que ce soit le Maroc, l'Algérie et des sociétés non dominées par la France, des mouvements de libération qui se sont formés. Alors au départ, ce n'était pas forcément des mouvements qui réclamaient l'indépendance, mais qui réclamaient, qui revendiquaient en revanche davantage d'autonomie. Et vous aviez deux partis qui incarnaient un peu ce que j'appellerais l'idée d'autonomie, autonomie totale ou autonomie intermédiaire, c'est-à-dire toujours en restant sous la tutelle française, mais avec plus d'autonomie pour les acteurs locaux. Vous aviez deux partis, le Vieux Destour, qui était le parti un peu des vieux turbans, qui était Destour signifiant en tunisien constitution, en arabe tunisien, mais en arabe aussi. Et vous aviez un parti qui s'est formé à partir du milieu des années 30, exactement en 1934, qui était le Néo-Destour, le nouveau Destour, dont l'un des leaders était Habib Bourguiba, qui lui n'était pas du tout pour une politique, je dirais, de compromis, qui visait justement à obtenir la libération totale du peuple et de la nation tunisienne et qui, des années 1934 jusqu'à l'indépendance de la Tunisie 54-56, va se battre pour obtenir donc l'indépendance du peuple et de la nation tunisienne. Donc et c'est finalement le néo-Destour, ces jeunes Tunisiens à la fois mieux organisés dans leur méthode de mobilisation politique, quadrillant le territoire, accédant aussi à de nouvelles couches de la société tunisienne, des ouvriers, des salariés, les nouvelles populations urbaines, qui a fini par remporter la partie sur le vieux Destour, qui lui était plutôt un parti qui était resté, on va dire d'une certaine manière, sclérosé et figé. Donc il y a bien eu en Tunisie, contrairement à toutes les représentations qu'on peut lire parfois dans certains journaux ou par des représentations qui sont véhiculées par une certaine croyance que la Tunisie n'était pas une colonie, c'était une colonie, certes un protectorat, mais c'était une colonie. Il y a bien eu un mouvement de libération, il y a bien eu une guerre de libération. D'ailleurs, le terme de Félaga, vous savez, qui désigne ces fameux résistants algériens qui se sont battus contre la colonisation française, le terme Félaga n'a pas été inventé en Algérie, mais a été inventé en Tunisie pour désigner ces combattants rebelles tunisiens contre, je dirais, l'autorité coloniale. Donc il y a bien eu une lutte de libération avec bien sûr différentes étapes. Et c'est finalement Bourguiba qui, à partir des années 54, va accepter une forme de compromis avec la France, qu'on appelait le statut d'autonomie interne de la Tunisie, qui était une sorte d'indépendance par étapes, d'abord passer par un statut d'autonomie, puis ensuite acquérir l'indépendance au bout d'un certain nombre d'années, qui va remporter la partie sur un autre rival, qui n'était pas forcément du vieux Destour, qui était aussi du nouveau Destour, donc de ce parti rajeuni mobilisateur, mais qui lui voulait l'indépendance immédiate. C'était Salah Ben Youssef. Il y a donc eu une lutte, quasiment une guerre civile entre Salah Ben Youssef, homme du Sud, qui représentait plutôt la grande bourgeoisie agraire, qui représentait plutôt les couches conservatrices de la société, face à un Bourguiba qui, lui, représentait plutôt les élites urbaines, les nouveaux salariés,
et qui a fini par l'emporter. Donc, c'est plutôt une politique de compromis. C'est la ligne de Bourguiba, ce qu'il appelait l'indépendance par étapes, qui a fini par l'emporter et qui aboutira en 56 à ce que la Tunisie devienne réellement un pays indépendant, d'abord sous une forme de monarchie constitutionnelle. Bourguiba sera en quelque sorte chef de gouvernement avec toujours un roi, un bey, mais finalement, très vite, la Tunisie va abolir la monarchie, le bellicat, pour devenir une des premières républiques du Maghreb et du monde arabe, c'est-à-dire en, 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 en remettant en cause l'héritage monarchique, en faisant une république sans roi, mais avec un président et un gouvernement. Premières années de l'indépendance, hein, puisque la Tunisie est un pays qui va choisir une voie que l'on pourrait qualifier médiane. Hein. C'est-à-dire que c'est un pays qui va refuser son ancrage dans le camp socialiste. Bourguiba et son parti, le Néo-Destour, était un parti anticommuniste, hein, clairement anticommuniste, qui considérait que la voie de la Tunisie, c'était pas l'Union soviétique, mais en même temps, il n'était pas non plus complètement, je dirais, partisan d'une dépendance totale à l'égard de l'Occident. On l'a souvent représenté dans le tiers-monde et dans le monde arabe comme un pro-occidental. Non, il était pour ce qu'il appelait la voie du juste milieu de l'indépendance tunisienne, c'est-à-dire de tenir une sorte d'équilibre entre des bonnes relations avec les pays occidentaux, notamment la France et l'ancienne puissance coloniale, la France, mais aussi avec la grande puissance qui était les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie, et en même temps, malgré tout, un souci d'avoir de bonnes relations avec ses voisins arabes. Donc il a mené cette politique de juste milieu, et donc le bourguibisme s'est très tôt illustré par un souci d'équilibre entre, je dirais, l'Occident et le tiers-monde. Mais la Tunisie est souvent vue, parfois avec beaucoup d'idées reçues et de mythes, plutôt des mythes positifs cette fois, comme un pays qu'on considérait comme laïque. Effectivement, on peut encore lire ça dans beaucoup, parfois même d'écrits scientifiques. La Tunisie aurait été un pays laïque. Pourquoi? Parce que Bourguiba a promulgué dès 1956 un code du statut personnel abolissant le mariage religieux, la polygamie et instaurant l'obligation de divorce civil et bien sûr donnant le droit de vote aux femmes. C'est-à-dire une forme de féminisme d'État, de féminisme présidentiel très poussé, une réforme, une abolition des tribunaux religieux, que ce soit les tribunaux charaïques, musulmans, ou les tribunaux qui étaient liés à la communauté juive, et pour créer une justice civile. Donc on a souvent présenté de ce fait la Tunisie comme l'un des rares pays arabes laïques, ou même un des rares pays musulmans laïques, avec bien sûr la Turquie d'Atatürk. En réalité, ce n'est pas le cas. Il est vrai que Bourguiba avait une conception extrêmement réformiste de l'islam, d'où d'ailleurs sa volonté de privilégier une forme de féminisme d'État, de féminisme présidentiel, de remettre en cause la domination, l'influence des pouvoirs religieux, mais malgré tout, en Tunisie, l'islam restait une référence essentielle à la fois dans la société et dans les institutions comme religion de l'État tunisien. Donc la Tunisie n'est pas devenue en 56 un pays laïque, mais plutôt un pays qui est allé très loin dans la réforme de l'islam pour donner, je dirais, une forme de citoyenneté plus ou moins détachée de l'influence religieuse. Ça a été une date très importante. La deuxième date importante, c'est l'engagement de la Tunisie au début des années 60 de ce qu'on appelle sur une forme de socialisme coopératif. La Tunisie, comme beaucoup du pays du tiers-monde, pensait qu'il fallait aller vers un modèle de gestion dans lequel finalement il fallait un partage des terres, une appropriation coopérative. Alors contrairement à ce qu'on croit, ce n'était pas du tout un modèle communiste, même si ça pouvait ressembler au kolkhoz, ça pouvait ressembler aussi au kibbutz israélien, mais c'était plutôt une forme de socialisme, on va dire, coopérativiste, qui aboutissait à une forme d'appropriation collective, mais toujours sous le contrôle de l'État. Bon, c'était pas du tout une forme de socialisme dur, pur et dur, comme ça pouvait exister dans les pays de l'Est sous domination soviétique. Malgré tout, cette expérience a échoué et à partir des années 70, la Tunisie a abandonné ses projets de coopérative, d'unité coopérative socialiste, pour aboutir à une politique que l'on pourrait dire libérale, de forme de libéralisme économique, mais malgré tout, un libéralisme sous contrôle de l'État. C'était pas un libéralisme total, puisque les entreprises publiques avaient encore un poids énorme.
Le service public avait un poids énorme. Tout l'enseignement, le système scolaire était public. Tout le système hospitalier était public jusqu'à une époque très récente, mais on peut dire qu'à partir des années 70, il tourne dos à l'expérience socialiste pour une expérience qui est une expérience d'une forme de libéralisme étatique ou d'étato-libéralisme, donc une sorte de compromis entre le contrôle de l'État et le marché, l'économie de marché. Mais cette politique qui va avoir des effets plutôt en termes de croissance et de niveau de vie de la population va finir par s'enrayer, renforcer les fractures sociales, renforcer les inégalités. Et l'une des grandes dates de la Tunisie que nous commémorons aujourd'hui en janvier, c'est le 26 janvier 78, qui a été une des un des premiers grands mouvements sociaux à l'échelle du monde arabe, avec une des premières grèves générales dans un pays du monde arabe, avec un syndicat qui jouera un rôle toujours très important dans toute l'histoire tunisienne jusqu'à aujourd'hui, qui est l'UGTT, l'Union générale du travail tunisien, qui est un syndicat qui déclarera cette grève générale, qui sera rejoint aussi par tous les secteurs de la population qui ne sont pas forcément syndiqués pour contester justement à la fois la politique économique du gouvernement, trop libérale, puisqu'elle avait supprimé un certain nombre de subventions pour accéder aux produits essentiels tels que le pain, la farine, le couscous, mais aussi en protestant sur un deuxième registre qui va devenir très important après, qui est le registre de l'absence de démocratie. Cette révolte 78, ce qu'on a appelé effectivement le jeudi noir, du 26 janvier 1978, est une date clé et surtout va se traduire par une très 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 forte répression qui aujourd'hui d'ailleurs on évalue entre 50 et plus de 200 morts, ce qui était quand même assez unique dans l'histoire tunisienne. Deuxième, donc une date importante parce que c'est l'émergence d'une contestation sociale, d'une contestation politique, de l'aspiration à un mieux-être économique, mais aussi à une forme de pluralisme ou, disons-le aussi, à une forme de démocratie. L'autre date importante, c'est le 7 novembre 87, le coup d'État dit médical du président, du général Ben Ali, qui va profiter en quelque sorte du vieillissement du président Bourguiba, qui était devenu, on peut dire, sénile, hein, puisqu'il ne pouvait plus, il n'avait plus les capacités mentales et physiques d'exercer le pouvoir, qui va profiter aussi d'une situation politique et économique catastrophique, mais aussi de la peur de la montée de l'islamisme pour organiser un coup d'État qu'il dit constitutionnel, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur un article de la Constitution qui permet au Premier ministre de prendre le pouvoir lorsque finalement le chef de l'État est déclaré irresponsable, notamment en termes de capacité à exercer le pouvoir. Et Ben Ali va se présenter comme un général démocrate en 87, donc c'est une date importante, va dire voilà, je vais réformer les institutions du pays, je vais favoriser le pluralisme politique, le pluralisme syndical, je vais légaliser certaines organisations qui étaient interdites, je vais respecter les droits de l'homme. Et il va tenir ce discours qui va faire que ce coup d'État du 7 novembre 1987 va être assez populaire et va recevoir d'ailleurs une approbation à la fois à l'intérieur de la plupart des partis d'opposition, y compris des islamistes, qui étaient pourtant des adversaires du régime, des partis démocrates de gauche, d'une partie des élites libérales, mais surtout de l'étranger. Ben Ali va être présenté en France, aux États-Unis, en Italie et dans beaucoup de pays du monde comme une sorte de dictateur éclairé, de dictateur démocrate. En réalité, son pouvoir va évoluer de plus en plus vers une tendance personnelle, présidentielle, autoritaire, en gros, certes, la Tunisie va souvent être célébrée, remarquée pour ses bons résultats en termes économiques, mais en revanche, de plus en plus, avec une véritable fermeture politique, répression de tous les partis d'opposition, répression des mouvements sociaux, quadrillage policier et sécuritaire de la société qui vont aboutir bien sûr à cette révolution de 2010-2011 que certains qualifient faussement de révolution de jasmin. Donc Ben Ali, en quelque sorte, après avoir été considéré comme une sorte de dictateur éclairé, à la fois par les partenaires étrangers et à l'intérieur par un certain nombre de forces politiques et sociales, va très vite apparaître comme une image de dictateur et sa politique en termes de droits de l'homme, mais surtout sa politique sociale et économique, va aboutir, va favoriser ce mouvement de contestation, notamment à l'intérieur du pays, qui va se traduire par ce qu'on a appelé cette révolution qui va commencer le 17 décembre 2010 et s'achever par son départ le 14 janvier 2011. Voilà pour les grandes dates de l'histoire récente de la Tunisie, de l'histoire de la Tunisie depuis son indépendance.
Alors, c'est très compliqué parce que Ben Ali avait réussi à verrouiller complètement l'espace public, c'est-à-dire que, il y avait une opposition, on pourrait dire, vitrine. Il y avait des partis au Parlement, hein. Le Parlement tunisien était officiellement un Parlement pluraliste, mais c'était des partis qui étaient des marionnettes du régime, c'est-à-dire qui n'étaient pas vraiment une force d'opposition. On peut dire on appellerait ça en arabe une opposition marzaine, c'est-à-dire une opposition liée à la présidence. Malgré tout, il y avait quand même quelques partis légaux, comme le Parti démocrate progressiste, qui était plutôt un parti social-libéral, qui était légalisé, mais qui critiquait le caractère dictatorial et autoritaire du régime. Donc c'est un parti qui était souvent réprimé, mais qui avait le droit d'exister. Bon, il y avait aussi un autre petit parti qui était l'équivalent du Parti socialiste français, espagnol ou portugais, qui était le forum Etakatul. Donc c'était un forum en fait qui regroupait plutôt des sociodémocrates, un tout petit parti, qui lui aussi a été légalisé à partir des années Etakatul, donc le forum, qui a été légalisé à partir des années 2001, mais qui n'avait pas le droit de se présenter aux élections et qui aussi faisait l'objet de surveillance. Mais il y avait surtout des oppositions, je dirais, illégales, notamment les islamistes. Même si les islamistes avaient été réprimés, la majorité des leaders et des militants étaient en prison ou sous contrôle sécuritaire et administratif. Malgré tout, il y avait des réseaux islamistes qui continuaient à exister dans le pays. On peut dire des réseaux discrets, on pourrait dire presque des réseaux dormants qui continuaient à exister. Et malgré tout, potentiellement, même s'ils avaient disparu de l'espace public et qu'ils étaient très fortement surveillés et réprimés, potentiellement, ils gardaient un certain nombre de réseaux et de sympathisants dans le pays. Mais surtout, une opposition potentielle qui était paradoxale, c'était le syndicat. Cette fameuse Union générale du travail tunisien, donc l'UGTT, qui était le syndicat historique qui avait participé à la lutte contre l'indépendance, qui était à la fois en bonne relation, mais qui pouvait aussi rentrer très souvent en opposition avec le pouvoir. Sous Ben Ali, on va dire grosso modo pour simplifier, la direction nationale de ce syndicat était plutôt dans une politique de compromis extrême avec le pouvoir, soutenait le président Ben Ali, mais en revanche, comme c'était l'organisation nationale, ce syndicat, la mieux implantée sur le plan territorial, elle était présente du nord au sud de la Tunisie, dans toutes les couches sociales, dans toutes les professions, elle constituait un vecteur potentiel d'opposition. Voilà. Même si sa direction était plutôt ménager le pouvoir de Ben Ali, voire même le soutenait, en revanche, ces syndicats internes, ces sections régionales et ces sections professionnelles ont souvent critiqué le pouvoir sur des motifs essentiellement, faut-il l'avouer, plutôt socio-économiques que politiques. Et ce syndicat, qui pourtant dont la direction était pro-pouvoir, va jouer un rôle extrêmement important lors de la révolution tunisienne, puisque ces sections locales vont servir de refuge aux jeunes manifestants, aux jeunes protestataires de la révolution tunisienne, obligeant la direction nationale quelque part à accompagner les mouvements protestataires et contestataires qui vont amener à la chute de Ben Ali. Donc on peut dire que grosso modo, à l'époque de Ben Ali, il y avait les islamistes, le syndicat, une partie de l'opposition sociale libérale, mais il ne faut pas oublier aussi, très important, les milliers de droits de l'homme qui étaient souvent surveillés. Vous savez que la Tunisie a une particularité, c'est quasiment la première ligue des droits de l'homme à l'échelle du monde arabe, une ligue qui a été créée à la fin des années 70, qui était une ligue populaire, ce n'était pas simplement une ligue des droits de l'homme, un club d'élite, c'était une ligue bien représentée dans le pays, qui avait des sections locales. Et cette ligue des droits de l'homme, avec d'autres organismes indépendants du pouvoir, comme le Conseil national pour les libertés en Tunisie, même s'ils étaient très minoritaires dans le pays, vont jouer aussi un rôle très important dans l'information contre la dictature de Ben Ali et surtout contre la désinformation de la dictature. Même si ces milieux de l'opposition des droits de l'homme se comptent par quelques centaines de personnes, ce qui est très peu, malgré tout, ils joueront un rôle très important pour dénoncer la dictature auprès notamment des partenaires étrangers et notamment de l'Union européenne. Donc ces milieux des droits de l'homme n'étaient pas négligeables. Donc je résume, les trois piliers de l'opposition à l'époque de Ben Ali, c'était le syndicat ouvrier, une direction pro-pouvoir, mais des fédérations professionnelles et régionales qui étaient souvent contestataires, les islamistes qui étaient réprimés, qui avaient disparu de l'espace public, mais qui conservaient des réseaux dormants et des sociabilités militantes en Tunisie, les milieux des droits de l'homme, avec accompagné, on va dire, de l'opposition libérale social-démocrate, qui, bien qu'extrêmement minoritaire, jouait un rôle important pour lancer des messages dénonçant à l'étranger, et notamment
à l'égard du partenaire européen et américain la dérive dictatoriale du président Ben Ali. Voilà pour ce qui est, on va dire, des principales forces d'opposition, auxquelles il faudrait peut-être ajouter certains corps professionnels qui étaient assez critiques, comme l'Ordre des avocats tunisiens, qui a aussi été un ordre qui a joué un rôle important dans la révolution. Voilà pour ce qui est l'état des forces de l'opposition, de contestation et des droits de l'homme sous la dictature ou sous le régime autoritaire du président Ben Ali. Bon, déjà, la révolution de jasmin, il faut savoir que le jasmin ne pousse pas dans les premières régions révolutionnaires. Le jasmin, c'est une fleur qui pousse plutôt dans la capitale Tunis et notamment dans les quartiers plutôt résidentiels, pour ne pas dire les quartiers assez riches. Même si le jasmin est un symbole touristique de la Tunisie, ce n'est pas vraiment le symbole de ces jeunes chômeurs désœuvrés de l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, dans leur région à eux, le jasmin ne pousse pas. Ou s'il pousse, en tout cas, il est peu présent dans l'environnement urbain. Oui, révolution de la dignité, certainement, puisqu'il y avait effectivement, c'était un slogan, Karamat, donc en arabe, des révolutionnaires tunisiens, effectivement, ils revendiquaient la dignité sociale, la dignité économique, mais attention à ne pas limiter cette notion de dignité aux aspects purement socio-économiques. Il y avait aussi une aspiration à une forme de démocratie, à davantage de liberté politique, à davantage de liberté de parole, à davantage de liberté de la presse. Donc, ça a été une révolution pour la dignité sociale et économique, contre le chômage, contre la misère, contre les fractures sociales et régionales qui caractérisaient la Tunisie de Ben Ali. Mais c'était aussi une révolution ou un mouvement protestataire porteur de véritables revendications politiques en termes de démocratie. Donc, du coup, moi, je dirais que le terme peut-être le meilleur, c'était une révolution pour la dignité, mais aussi pour une certaine forme de démocratie en Tunisie. Toujours très difficile euh, pour un chercheur en sciences sociales, qu'il soit historien, sociologue ou politiste, de déterminer les causes. Parce qu'il n'y a pas il y a pas une cause, il y a plusieurs causes, et même au sein de chaque cause, c'est très compliqué. Euh, alors, on peut effectivement dire que la Tunisie connaissait des problèmes socio-économiques et que c'est pour ça que ça a entraîné des mouvements de contestation sociale qui ont débouché ensuite sur une forme de révolte ou de révolution politique. Mais ce n'était pas le pays qui avait le plus de problèmes socio-économiques de la région. On peut dire que c'était des causes politiques. La gestion autoritaire, autocratique, présidentialiste du pouvoir. On peut dire que c'était aussi des causes, je dirais, qui étaient liées à la corruption, le ras-le-bol des Tunisiens de se voir racketter par les familles proches de la présence de la République. Mais la Tunisie n'était pas forcément le pays le plus corrompu du monde arabe et du Maghreb. En fait, je pense que ce qui a permis ou fait que cette révolution ou ces mouvements protestataires ont débouché sur un changement de régime, c'est que finalement, elle a été ralliée par différents milieux sociaux, très différents, très hétérogènes. D'abord, des jeunes diplômés de l'intérieur qui appartiennent aux régions les plus sinistrées, les régions oubliées de la Tunisie, des syndicalistes, souvent pas les syndicalistes de la direction nationale, mais des syndicalistes ordinaires, instituteurs, employés, ouvriers, qui n'étaient pas forcément violemment anti-régime, mais qui considéraient que la politique de corruption avait atteint un niveau inacceptable. Beaucoup de citoyens non politisés, ou qui du moins ils étaient politisés, mais ils n'appartenaient pas à des organisations partisanes, à des organisations des droits de l'homme, et surtout une partie des élites tunisiennes, que ce soit les élites politiques, un changement radical en Tunisie, voulait un changement au moins du régime présidentiel, du régime autocratique. Et ça, je crois que c'est cette convergence finalement des raisons protestataires qui a fait qu'à un moment donné, ça a produit une forme de mobilisation qui a été pertinente du point de vue du changement de régime. Donc oui, il y a des raisons économiques, les inégalités, les inégalités sociales, les fractures sociales territoriales, l'inégalité entre la capitale et les régions de l'intérieur. Oui, il y a des raisons politiques, l'absence de démocratie, la dérive autoritaire du pouvoir. Oui, il y a des raisons sociales, l'idée que la Tunisie était rentrée dans le 21e siècle avec un régime qui relevait plutôt du siècle passé. Oui, il y a des raisons géopolitiques. La Tunisie qui regardait ce qui se passait dans le monde arabe, qui regardait aussi ce qui se passait en Espagne.
qui se passait en Grèce, ça il ne faut pas l'oublier. Hein, les Tunisiens sont des gens qui sont connectés avec le sud de l'Europe et l'influence des mouvements espagnols et des mouvements grecs a joué aussi sur les Tunisiens et vice-versa. D'ailleurs, les mouvements grecs et espagnols ont aussi été influencés par les mouvements tunisiens. Donc voilà, toute une série de causes. En tout cas, il faut sortir d'un schéma que l'on pourrait dire déterministe. Voilà, il y a une cause qui produit des protestations, qui produit un changement de régime. La réalité, c'est qu'il y a des configurations protestataires extrêmement diverses, avec des acteurs individuels et collectifs qui participent plus ou moins à ces mouvements contestataires, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Hein. C'est pour ça, je dirais que la réussite, entre guillemets, de la révolution tunisienne, qui a abouti à la fuite de Ben Ali, c'est la conjugaison de raisons protestataires, de causes protestataires extrêmement hétérogènes et différentes, mais quand même important, même si après ça va se transformer contre eux, c'est quand même que les élites tunisiennes vont très vite relier l'option d'un changement de la tête du régime. Pas forcément de régime, mais en disant ce président, on n'en veut plus. Notamment les élites économiques, les élites syndicales, les élites politiques, qui vont donc, même si ce n'est pas eux qui ont fait la révolution, puisque ceux qui ont fait la révolution, c'est plutôt des acteurs ordinaires de l'intérieur du pays, malgré tout, le fait que très rapidement, à partir de début janvier ou la mi-janvier, une partie des élites rallie les mouvements populaires, protestataires et populaires, va faire que le changement de la tête du régime, c'est-à-dire le départ du président Ben Ali, va être possible. Contrairement au Maroc, par exemple, où une partie des élites vont finalement accepter une réforme constitutionnelle interne, donc rallier l'option proposée par le roi Mohamed VI, c'est-à-dire l'idée d'un changement de constitution et non pas d'un changement de régime. Contrairement à l'Algérie, où une partie des élites, mais pour plein de raisons très difficiles à expliquer, ne vont pas se rallier, alors qu'il y avait beaucoup de manifestations en Algérie en 2010-2011, il y avait beaucoup de protestations, mais il y avait surtout le traumatisme de la guerre civile algérienne, du terrorisme, qui fait que beaucoup d'élites pensaient que c'était trop aventureux de se rallier à un changement de régime, qui, en revanche, quelques années plus tard, on verra bien un mouvement protestataire à travers le Irak algérien. En tout cas, en Tunisie, c'est bien la convergence, la conjugaison de groupes sociaux très différents qui vont amener à ce succès, entre guillemets, et à ce changement à la tête du pays et au départ de Ben Ali. Il n'y a pas de cause unique, il y a des causes multiples et surtout des groupes sociaux très différents qui vont soutenir le processus protestataire de 2010-2011. C'est un symbole, parce qu'il y a des immolations, il y en avait eu avant et il y en a eu après. Mais jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a encore aujourd'hui des suicides. Hein, on n'en parle plus du tout. Mais en Tunisie, comme à l'échelle du Maghreb, il y a encore énormément de suicides de jeunes hommes, moins de jeunes femmes, mais plus de jeunes hommes, ou même de gens plus âgés, il n'y a pas que des jeunes, sans que ça provoque de révolution. En fait, on va dire que c'est quelqu'un qui a catalysé par son geste les aspirations protestataires et les aspirations au changement de toute une partie de la révolution de la population et de la société tunisienne. Voilà. Donc c'est un acte qui au départ a été relativement isolé, même si il s'insérait dans une configuration de pauvreté, de misère, de chômage. Et cet acte isolé d'un individu est devenu une sorte d'emblème, de symbole de ralliement de nombreux jeunes et moins jeunes en Tunisie qui se sont reconnus dans cette forme de sacrifice. D'ailleurs, il a aujourd'hui en Tunisie, sur le plan symbolique, le statut d'une sorte de martyr. Hein. Il est toujours considéré comme un martyr de la Révolution. Donc, il n'a pas été le déclencheur. Il a été plutôt le symbole je dirais, d'un contexte où les gens voulaient en finir avec une forme de gouvernance autoritaire, inégalitaire, porteur de fractures sociales et économiques. Et Mohamed Bouazizi a été le catalyseur de ces comment dire, de toutes ces frustrations, de ces mécontentements. Et donc, et d'ailleurs, le pouvoir a même tenté de le récupérer, hein, puisque le président Ben Ali est même venu le voir à l'hôpital après qu'il se soit immolé. Et cette scène, on aurait pu, vous voyez, cette scène, elle est très intéressante à analyser. Contrairement à d'autres dictateurs, Ben Ali est allé directement voir Mohamed Bouazizi à l'hôpital. Il est allé, on voit donc le président de la République venir près de Mohamed Bouazizi. Et cette scène qui aurait pu permettre au président de récupérer la protestation en disant oui, je vous ai compris, oui, Mohamed Bouazizi est une victime, je partage le malheur, son malheur et le malheur de sa famille, va se transformer contre le président. Et toujours, certains vont parler même d'obscénité professionnelle. Comment celui qui est responsable du suicide, comment celui qui est responsable de l'immolation
de Mohamed Bouazizi ose venir à l'hôpital le visiter. Et donc, c'est le contraire qui va se produire, finalement. Mohamed Bouazizi va devenir le symbole euh, des revendications protestataires, le symbole des revendications démocratiques, mais aussi le symbole je dirais, du côté manipulateur du pouvoir. Et donc, cette visite du président Ben Ali à celui qui s'était sacrifié pour sa population va se retourner contre le régime et encore plus précipiter la fuite ou la déchéance de Ben Ali à la tête du régime tunisien. C'est toujours très compliqué de résumer, de synthétiser un déroulement, mais on peut dire, attention, l'erreur que l'on fait souvent, c'est de considérer que euh, ces protestations ont démarré en 2010-2011. Non. La Tunisie connaissait depuis un certain nombre d'années des mouvements de protestation dans les régions les plus déshéritées du centre, de l'ouest, voire même du sud du pays. Hein. Donc, finalement, 2010-2011, les mouvements sociaux de 2010-2011 ne sont qu'une continuité de mouvements sociaux qui, effectivement, n'avaient pas été aussi visibles, aussi publics. Ils avaient été réprimés, mais surtout, ils n'avaient pas été très fortement médiatisés. La première grande étape qui a connu une certaine publicisation et médiatisation à l'étranger, malgré la censure du pouvoir tunisien, puisque le pouvoir tunisien, le pouvoir de Ben Ali, censurait systématiquement tous les médias, et les médias du pouvoir comme les médias contestataires, c'est ce qu'on appelle la révolte du bassin minier de Gafsa. Hein, Gafsa, donc c'est dans le sud tunisien, c'est une région minière qui comprend peut-être plusieurs petites villes minières, dont la ville de Redeyef, et qui a connu un mouvement social en janvier 2008 qui a duré plus de 6 mois. C'est-à-dire que plus de 6 mois de contestation, de protestation, de manifestation. Et ce mouvement était très original parce qu'il regroupait de tout des chômeurs, des jeunes diplômés, des jeunes femmes, des mères de famille, des grands-parents, des vieux, des jeunes, quoi, toutes sortes de classes d'âge, toutes sortes de classes sociales, des gens qui étaient même parfois proches du parti au pouvoir, des gens qui étaient proches du syndicat et qui, malgré tout, pensaient qu'il fallait en finir. Et donc, pendant 6 mois, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et cette population du bassin minier de Gafsa, que le pouvoir a difficilement réprimé. Il y a eu des procès, des peines de prison, mais finalement, ça a été le symbole de l'échec du pouvoir à réprimer, puisque les gens ont continué. Réprimer, le deuxième mois, ils continuent à manifester, et le troisième mois, le 4-5 mois. Et moi, si je devais, en sociologue, politiste, avec une passion pour l'histoire, resituer un peu l'historicité de cette révolution tunisienne, je pense que le vrai déclenchement, c'est quand même la révolte du bassin minier de Gafsa en janvier 2008. C'est vraiment. D'ailleurs, nous, on avait écrit avec deux de mes collègues, Éric Gob, directeur de recherche au CNRS, et un politologue tunisien qui s'appelle Larbi Chouira. On avait clairement dit que là, Gafsa allait être un tournant dans l'histoire de ce régime tunisien, dans l'histoire de la société tunisienne, et que probablement plus rien ne serait comme avant après Gafsa. C'est-à-dire qu'on avait un peu anticipé le fait qu'il allait se passer quelque chose. Et on l'avait écrit, on l'avait mis sur le papier, on peut toujours vérifier dans nos écrits. Et effectivement, pour moi, Gafsa, c'est vraiment le tournant qui va précipiter la déchéance du régime et les mouvements protestataires de 2010, de 2011. Et le mythe que l'armée tunisienne était une armée républicaine, était une armée pacifique. Bon, je pense que l'armée en Tunisie, c'est une armée, c'est un corps sécuritaire, comme tous les autres, et de ce point de vue-là, c'est une armée assez classique. Mais contrairement, peut-être, on a confondu deux choses. On a confondu la position de neutralité de l'armée avec, je dirais, le fait que l'armée tunisienne soit moins importante que dans d'autres pays arabes. Il est clair que l'armée tunisienne était d'abord une armée de techniciens, avec bien sûr aussi le service militaire, mais tout le monde n'allait pas au service militaire, il y avait beaucoup de dérogations, mais c'était une armée modeste. Voilà, c'était une armée modeste qui n'avait pas les budgets militaires que connaissent des régimes qu'ont pu connaître les régimes comme Saddam Hussein, le régime de Hafez el-Assad, de Bachar el-Assad, ou même le Maroc, ou encore plus le voisin algérien. Donc, deuxièmement, c'était pas une armée politique. Effectivement, c'était plutôt une armée pour les officiers de diplômés qui faisaient l'université, puis les écoles militaires. Pour les sous-officiers, c'est des gens qui avaient le bac ou l'équivalent du brevet. Donc voilà, c'était une armée normale en fait, voilà, qui n'avait rien d'extraordinaire, qui n'avait pas vraiment d'influence politique, qui n'avait pas vraiment, c'était pas une armée très corrompue non plus.
Il n'y avait pas une corruption au niveau des officiers. Donc, il y avait une sorte de normalité de l'armée tunisienne qui lui a permis de jouer ce rôle particulier au moment de la Révolution. Alors, là aussi, il faut peut-être nuancer. Elle a joué son rôle répressif, contrairement à ce qu'on peut dire. Oui, il y a eu des militaires qui, lors de la révolution de 2010-2011, ont participé aux opérations de répression ou aux opérations des forces de l'ordre, mais aussi l'armée a aussi, ou les officiers de l'armée, lorsqu'il a fallu acter, décider du départ de Ben Ali, ont plutôt approuvé ce départ. Voilà. Notamment parce que c'est une armée qui a aussi une particularité, outre que c'est une armée assez banale, assez normale. C'est une alliée qui est c'est une armée pardon qui est très reliée à ses partenaires étrangers, notamment à la France et aux États-Unis. Et que de ce point de vue-là, c'est une armée qui a une forte dimension internationale, qui a été souvent présent dans les différentes opérations de paix des Nations Unies. Donc du coup, finalement, lorsqu'il a fallu protéger le peuple tunisien contre éventuellement des vengeances miliciennes commises par le parti de Ben Ali, contre le chaos, l'armée a plutôt joué ce rôle pour sécuriser l'espace public, mais elle l'a sécurisé dans les deux sens, pour réprimer ceux qui voulaient aller encore plus loin dans la révolution, et pour réprimer ceux qui, de l'ancien régime, voulaient profiter du chaos pour prendre le pouvoir ou pour tout simplement développer une politique de vengeance. Donc il faut sortir un peu du mythe de l'armée tunisienne, considérer que finalement, elle a agi comme elle a agi, c'est-à-dire de manière relativement pacifique, d'abord parce qu'elle était modeste. Voilà, c'est plutôt la modestie. Aujourd'hui, en revanche, depuis, on en parlera probablement après, depuis le coup d'État de Kais Saied, c'est-à-dire le nouveau président de la République, l'armée joue un rôle beaucoup plus important, à la fois comme outil de répression, comme soutien du régime, mais aussi peut-être comme solution de rechange. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, bon, on en parlera, mais que le pouvoir tunisien est un pouvoir, après avoir été très populaire, relativement discrédité. Et donc, de ce point de vue-là, l'armée, dans les semaines ou dans les mois à venir, pourrait jouer un rôle décisif dans la société tunisienne, mais pourrait aussi jouer un rôle politique pour soutenir, enclencher un scénario d'alternance. Là aussi, les attentes sont très 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 différentes, hein, parce que comme je l'ai précisé, c'est une coalition entre guillemets d'acteurs aux statuts sociaux, aux classes d'âge, aux classes sociales, aux appartenances régionales extrêmement hétérogènes. On peut dire que chez les acteurs centraux des mouvements protestataires de 2010-2011, c'était surtout des attentes en termes de dignité sociale et économique, notamment le jeune diplômé au chômage ou jeune précaire vivant dans des conditions extrêmement difficiles. C'est vrai d'ailleurs des jeunes et des moins jeunes, hein. C'est pas qu'une révolution de jeunes, il y a aussi des gens d'âge moyen, il y a même des personnes plus âgées. Mais on peut dire que dans une grande partie des classes les plus populaires, les plus désœuvrées, les attentes étaient à la fois sociales, économiques et politiques. Chez les élites, on va dire économiques du pays, un certain nombre d'entrepreneurs qui ont fini par rallier malgré tout la révolution, même s'ils l'ont fait très tardivement et très discrètement au départ, c'était l'idée de la lutte contre la corruption, de voir que la famille autour du président et surtout de sa femme, Leïla Trabelsi, donc Leïla Trabelsi Ben Ali, prenait de plus en plus d'espace, rackettait de plus en plus les petits, les moyens et les chefs d'entreprise. Donc c'était une volonté de mettre fin à un système mafieux. Chez, on va dire, plutôt les classes moyennes urbaines, outre les questions économiques et sociales, il y avait aussi les questions politiques, plus de démocratie, l'idée que la Tunisie était un pays qui, sur beaucoup d'aspects, relevait de la modernité politique, mais avec un régime très autocratique, très autoritaire, qui faisait parfois penser à l'Allemagne de l'Est de Heinrich Honecker. Donc, il y avait une sorte de contradiction entre ce pays ouvert sur la Méditerranée et sur l'Occident, avec pourtant un régime qui était un régime policier. Donc, dans ces classes moyennes et supérieures urbaines, clairement une demande de démocratie, de liberté de la presse, d'espace de liberté tout court. Et chez beaucoup d'opposants, qui depuis opposants ou activistes des droits de l'homme, c'était bien sûr depuis 10-15 ans ou même plus, depuis 20 ans qu'ils étaient pour l'établissement d'un régime démocratique en Tunisie, et eux, la principale motivation, c'était d'en finir avec un pouvoir autoritaire, présidentialisé et un pouvoir personnel. On voit bien donc que toutes les motivations, les aspirations des Tunisiens étaient très différentes et très hétérogènes
selon les milieux sociaux, tous convergents pour l'idée qu'il fallait au moins changer la tête du système. Peut-être pas le système, peut-être pas le régime, mais au moins la tête du système. Et donc, c'est toutes ces motivations très disparates, plurielles, qui ont participé à la chute de Ben Ali. C'est pas à moi de le juger, c'est pas à l'historien, c'est pas aux politistes, c'est pas aux sociologues. C'est clair qu'aujourd'hui, certains disent, regardez, on est revenu à un pouvoir présidentiel, personnel, à un régime autoritaire. L'opposition est aujourd'hui l'objet de répression. Les partis politiques sont réduits à peau de chagrin, pratiquement au silence. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. D'abord, il faut penser qu'une révolution, ça s'inscrit dans une temporalité qui est extrêmement longue. Hein, regardez la Révolution française, elle a connu multiples phases de restauration. Donc, on dit 1789, mais 1789, c'est un processus très long. C'est un processus qui avait commencé avant 1789, pendant et encore après. Hein, la Révolution française de 1789 a produit des effets après. Donc aujourd'hui, on dit oui, la révolution a échoué parce qu'il y a le retour à un régime personnel, présidentiel, autocratique, voire carrément autoritaire qui touche le pluralisme. Mais il y a aussi des choses qui ont changé, c'est-à-dire des espaces de liberté qui ont été conquis, des formes de créativité artistique, des formes de créativité culturelle, des Tunisiens qui osent aujourd'hui, même alors qu'il y a de plus en plus une gestion autoritaire de l'espace public, qui osent malgré tout aller dans l'espace public pour manifester, pour protester. Euh, des choses ont changé dans la tête des gens, dans les utopies des gens, dans les façons de concevoir leur rapport au pouvoir, dans le rapport gouvernant-gouverné, leur relation à l'autre, à autrui. Par exemple, des tas de causes ont émergé comme l'antiracisme, l'idée que oui, un pays musulman pouvait être aussi un pays raciste à l'égard des Noirs, par exemple. Le sexisme, certes, il y avait toujours une forme de féminisme d'État en Tunisie, mais maintenant il y a aussi un féminisme sociétal, qui n'est pas simplement un féminisme du président, qui est aussi un féminisme porté par des nouvelles générations de femmes et d'hommes, des tas de causes, la question sociale qui devient déterminante en Tunisie, où on s'aperçoit qu'on ne peut pas aujourd'hui faire marcher une démocratie sans qu'il y ait un minimum de justice sociale. C'est d'ailleurs la question cruciale aujourd'hui. On a bâti des institutions démocratiques, on a créé un parlement démocratique, on a donné la liberté associative, on a créé une forme de multipartisme, bon, qui aujourd'hui est bien mal en point, mais il ne faut jamais oublier que tout ça ne peut exister, ne peut s'institutionnaliser qu'avec des réformes qui touchent aussi le quotidien des citoyens, c'est-à-dire le fait de pouvoir consommer, le fait de pouvoir avoir un minimum de bien-être social et économique. Bon, toutes ces questions-là, elles ne sont pas simplement le produit de discussions intellectuelles, universitaires ou de politique professionnelle, elles sont aussi des discussions dans la rue tunisienne, entre les citoyens ordinaires. Donc, oui, la révolution a, je ne pense pas qu'il faut raisonner en termes de plus ou de moins, de positif ou de négatif, d'acquis ou de régression. Il faut voir qu'il y a des espaces qui se sont ouverts, que certains se sont refermés, qu'il y a aussi différentes utopies qui ont émergé, qu'il y a aussi différentes façons de concevoir les rapports hommes-femmes, de rapport à autrui, de concevoir ne serait-ce que le rapport des citoyens, par exemple, de Tunis, aux régions de l'intérieur, qui étaient souvent des régions invisibilisées, des régions niées, des régions parfois méprisées. Bon, tout ça, ça quand même, je ne dis pas que ça a radicalement changé, mais en tout cas, il y a des espaces pour en discuter, il y a des espaces pour aussi protester, manifester, qui certes aujourd'hui tendent de plus en plus à être réprimés, aujourd'hui en 2023, mais qui malgré tout se sont aujourd'hui inscrites. Et quelqu'un qui voudrait refaire ce qu'a fait Ben Ali aurait quand même des difficultés à revenir complètement en arrière. Même si aujourd'hui on a l'impression que le président actuel a restauré un régime autoritaire, voire dictatorial en Tunisie, malgré tout, il y a des choses qui ont profondément changé dans la société tunisienne et surtout dans la tête des gens, dans l'esprit des gens. Et c'est ça qui est important. Non, c'est ça d'ailleurs toute la question posée est une question extrêmement importante parce que ça a été un objet de controverse en Tunisie. Ceux qui pensaient que... Alors, il y a eu plusieurs objets de controverse qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Ben Ali part en 2011 et la Tunisie n'a cessé de connaître
des mouvements protestataires, des mobilisations sociales de 2011 jusqu'à 2023, au moment où je vous parle. Ce qui fait qu'en fait, on peut d'une certaine manière considérer que la révolution, elle se poursuit encore aujourd'hui. Et que dans les contestations qu'il y a à l'égard du président actuel, Kais Saïed, qui pourtant se réclame de la révolution, il y a aussi une forme de continuité de l'utopie révolutionnaire. Mais pour résumer, si vous voulez, les types de positionnement, ce n'étaient pas des positionnements au sens partisan et politique, mais je dirais plutôt sociaux. Il y avait ceux qui pensaient que Ben Ali était parti et qu'il fallait donc réaménager le régime de l'intérieur. Ça a été la solution qui a été prônée par beaucoup d'anciens du régime, voire même par des opposants institutionnels qui pensaient qu'il suffisait de changer la tête, de mettre un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, d'organiser des élections, mais malgré tout de continuer ce régime, on va dire, autoritaro-démocratique ou démocratique-autoritaire. Ça, c'était la première option, la continuité. Changer la tête qui était considérée comme pourrie, mais continuer dans un régime, on va dire, fortement sécuritaire en ouvrant davantage d'espace de liberté avec une certaine assise démocratique. C'est ce que j'appelle un peu le compromis démocratico-autoritaire ou autoritaro-démocratique. Il y avait ceux, et c'est plutôt là chez les vieux opposants tunisiens, les gens qui ont milité à la Ligue des droits de l'homme ou dans les différentes organisations de la société civile tunisienne, qui pensaient que la priorité, c'était la réforme radicale des institutions. Une véritable constitution démocratique faite par le peuple, un vrai parlement, la légalisation des partis, du pluripartisme, voire du multipartisme, la liberté associative. Donc, ils pensaient que cette révolution était d'abord une révolution porteuse de changements institutionnels profonds pour donner des assises, des fondations à une nouvelle ou à une démocratie tunisienne. Ça, c'était plutôt le fait, on va dire, des professionnels de la politique, des vieux activistes des droits de l'homme des vieux et des nouveaux, qui pensaient surtout la révolution en termes de révolution institutionnelle. Et puis, il y avait toute une partie de la population tunisienne qui est beaucoup plus hétérogène, qui regroupe finalement des gens de la capitale Tunis, des régions de l'intérieur les plus défavorisées, mais aussi des régions parfois moins défavorisées, qui pensaient que la révolution, c'était aussi une révolution sociale, plus de justice sociale, plus d'égalité, plus de redistribution entre régions riches et régions pauvres. Et ça, effectivement, c'est la partie qui, aujourd'hui, continue à manifester, à protester, qui a même parfois soutenu le président Kais Saïed dans son coup d'État constitutionnel, en disant, mais lui, peut-être, il va nous ramener plus de justice sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Tunisie, mais il pensait ça. Et cette partie, elle est quand même très importante. Alors, elle ne forme pas un camp politique, elle ne forme pas un camp philosophique, elle est elle-même très divisée, mais il y a une grande partie de la population tunisienne qui aujourd'hui pense que la révolution doit continuer, que la démocratie, c'est bien d'avoir un parlement, c'est bien d'avoir une constitution, c'est bien d'avoir des partis, c'est bien d'avoir des associations, mais il faut pouvoir vivre dignement sur le plan social et économique. Et ça, c'est cette troisième partie qui s'est manifestée d'ailleurs dès les premières semaines de la révolution après le 14 janvier, qui a voulu poursuivre la révolution à travers ce qu'on appelle le mouvement de la Casbah. Casbah 1, Casbah 2, Casbah 3. La Casbah, c'est le siège du gouvernement à Tunis, c'est le siège du Premier ministre, pardon, qui se situe dans la vieille Médina, en haut de la vieille Médina de Tunis. Et donc, les jeunes ont pris cette place symbolique, c'est-à-dire la place du gouvernement, pour manifester leur désir de poursuivre la révolution. La révolution, c'est pas simplement un changement de président, c'est pas simplement un changement de Premier ministre, c'est pas simplement une nouvelle constitution, c'est pas simplement un nouveau parlement, mais c'est aussi une véritable justice sociale. Et ça s'est traduit par ces mouvements qui continuent, qui n'ont cessé, qui n'ont pas cessé, pardon, depuis de 2011 à 2023 et qui se poursuivent par ces logiques émeutières, mais qui ont une signification profondément politique, l'idée que la démocratie, c'est aussi la justice. Mais c'est ça qu'il faut bien dire, c'est que, et ça renvoie à une question fondamentale qui a été posée, est-ce que c'est des causes objectives qui entraînent un changement de régime ou une forme de révolution? Ce qu'on a oublié de dire, et ce qu'il faut dire, ce qui est très important sur le plan de l'histoire, c'est qu'au moment où en Tunisie, il y avait des manifestations en décembre 2010 et en janvier 2011, il y avait aussi des manifestations au Maroc, il y avait aussi des manifestations en Algérie, il y avait des manifestations à l'échelle de la région, dans tout le monde arabe et même dans des pays non arabes. Donc, pour vous dire que finalement, en Tunisie, ça aboutit à un changement de régime sur le plan constitutionnel, relativement pacifique. Ailleurs, ça aboutit à plutôt des situations conflictuelles, voire de guerre comme en Libye, voire même de répression extrême, comme en Syrie. Mais ailleurs, ça aboutit aussi
cas du Maroc, un changement de constitution sans véritablement changement en Algérie. Et en Algérie, ça a abouti beaucoup plus tard par le mouvement du Hirak qui a été aujourd'hui repris en main de façon autoritaire. Donc, la question des protestations, la question des mobilisations, la question des revendications de changement à la fois des institutions, mais aussi des changements des rapports au sein de la société, c'est quelque chose qui a été présent dans toute la région, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, bien sûr, en Syrie. Donc finalement, la révolution tunisienne n'a été que, je ne dirais pas la vitrine, parce que le mot vitrine a un côté péjoratif, mais a donné à voir toute une série de protestations sociales, de revendications, d'aspirations à la justice sociale et à la démocratie qui parcouraient l'ensemble de la région. Le seul pays qui est allé au-delà en termes de changement constitutionnel, c'est la Tunisie. Mais les aspirations, les mobilisations, les revendications, les protestations, finalement, elles ont été présentes au même moment et après dans l'ensemble des pays de la région et même au-delà dans d'autres pays méditerranéens non arabes. Actuellement, nous avons donc un président qui a été élu démocratiquement en 2019 au second tour avec plus de 70% des suffrages, dont M. Kais Saïd, assistant de droit, donc c'est un professeur d'université, assistant en droit constitutionnel ou en droit public, qui a été élu à la surprise générale sur un discours, on va dire, de proximité, de normalité, en disant les élites sont corrompues, les partis sont corrompus, moi je suis un homme ordinaire, je veux être un président ordinaire, comme vous, les citoyens ordinaires comme le peuple. Il a été élu sur cette idée de créer une forme de politique ordinaire et de proximité. Ce qui s'est passé, c'est pas tout le contraire, mais c'est une évolution, une dérive totalement autoritaire et personnelle. Aujourd'hui, le président continuait à se réclamer de l'héritage de la révolution de 2010-2011. D'ailleurs, il dit, je suis un héritier de cette révolution. Et d'ailleurs, il a changé la date officielle de la commémoration de la révolution, Kais Saïed. La date officielle, c'était le 14 janvier, le jour du départ de Ben Ali. Lui, il a rétabli le 17 décembre, c'est-à-dire le début des protestations à l'intérieur du pays. Donc voilà, mais au-delà de cette politique symbolique pour réviser l'histoire tunisienne, c'est aussi un président qui finalement s'est approprié la quasi-totalité du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir parlementaire. Au début, il a gelé l'activité des parlementaires, puis ensuite il a prononcé la dissolution du Parlement, puis ensuite il a carrément changé la Constitution. Donc il a, si je puis dire, aboli la Constitution de la Deuxième République tunisienne qui avait même été préparée pendant 4 ans dans une Assemblée nationale constitutionnelle avec beaucoup de débats contradictoires, mais quand même une Constitution qui était le produit vraiment comment dire, d'un vrai processus de consultation avec politique, avec des gens qui étaient pour ou contre tel aspect, tel article. Les articles prenaient parfois plusieurs semaines de discussion parce qu'il y avait des manifestations dans la rue, sur la question de l'égalité homme-femme, sur la question de la place de la religion. Tout ça, il l'a aboli et il a fait une constitution soi-disant qui donne plus de pouvoir au peuple. En réalité, quand on regarde l'architecture constitutionnelle, l'architecture institutionnelle, mais surtout la pratique du pouvoir, c'est un pouvoir extrêmement présidentialisé, personnalisé, qui réduit considérablement les pouvoirs du Parlement, qui a désormais des chambres, et qui surtout, aujourd'hui, réduit les potentialités d'expression des partis politiques ou de toute forme associative. Donc il a rétabli une forme d'autoritarisme, qu'on pourrait dire à la fois autoritaire et populiste, dans laquelle il dit le peuple m'a compris, le peuple m'a compris, moi je comprends le peuple et je fonde ce pouvoir sur une relation intime, privilégiée entre moi et le peuple, mais pour aboutir à créer une forme d'autoritarisme qui se réclame de la légitimité révolutionnaire, qui se réclame de la légitimité populaire, mais qui en fait fonctionne comme un autoritarisme assez classique avec un verrouillage de l'espace public, des contrôles policiers, etc. Dans un contexte social économique catastrophique, puisque depuis la Tunisie n'avait pas connu depuis très longtemps des pénuries. Aujourd'hui, elle connut des pénuries sur les produits de base, sur la farine, sur le café, sur la semoule c'est très important, sur les pâtes, sur même l'essence, avec une augmentation des prix, une inflation débordante et une situation économique, mais sous fond aussi de chasse aux opposants, de restriction des espaces de liberté, de poursuites judiciaires contre les leaders de l'opposition, etc. Donc on n'est plus dans un retour en arrière. C'est pas une restauration du régime de Ben Ali, c'est pas une restauration de la dictature de Ben Ali ou du régime autoritaire de Bourguiba.
Bourguiba, mais c'est un régime qui se dit nouveau, qui se réclame du peuple, mais qui finalement fonctionne assez classiquement en matière autoritaire et répressive, puisqu'ils utilisent les mêmes usages. Sauf qu'aujourd'hui, la grosse différence, et c'est peut-être une différence importante par rapport au régime de Habib Bourguiba, donc le premier président de l'indépendance, comme de Ben Ali, président de 87 à 2011, c'est qu'il n'a pas de parti. Ben Ali et Bourguiba s'appuyaient sur un parti unique ou quasi unique, qui était très bien implanté dans le pays. Vous voyez, il y avait des sections à l'échelle de tous les territoires. Et même ce parti était quasiment une deuxième administration. Les gens d'ailleurs confondaient très souvent l'administration publique et l'administration du parti. Vous voyez, ils allaient voir souvent le représentant du parti pour obtenir des aides sociales, etc. Ce président n'a pas ce relais-là. Donc, en plus que c'est un pouvoir personnel, présidentialisé, autoritaire, c'est un pouvoir relativement seul. Voilà, c'est un homme qui gouverne seul, ce qui laisse présager, je dirais, des troubles sociaux, des troubles politiques dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, mais aussi peut-être aussi un scénario de changement qui dépendra aussi de plusieurs acteurs, du syndicat, ce syndicat historique qui est l'UGTT, qui était certes a perdu un peu de sa force depuis quelques années, mais reste aujourd'hui l'organisation sociale, nationale, syndicale et politique la mieux représentée sur le territoire, qui donc peut choisir d'accompagner des manifestants pour un changement de régime. Donc le rôle du syndicat, l'UGTT, l'Union générale du travail tunisien est extrêmement majeur dans les semaines à venir, mais aussi des acteurs qu'on voit moins, mais qui sont très présents, c'est les acteurs sécuritaires, notamment le ministère de l'Intérieur et l'armée, qui peuvent choisir ou non d'appuyer une alternance politique en Tunisie. Sauf, point d'interrogation, une alternance qui pourrait être encore plus autoritaire, une sorte d'un président qui contrôle encore mieux et qui verrouille encore mieux l'espace public, c'est une option. Les acteurs sécuritaires peuvent très bien opter pour un changement d'homme à la tête du régime, mais non pas pour plus de démocratie, mais pour un régime encore plus autoritaire et en tout cas plus sécuritaire, dans lequel les forces de sécurité jouent un rôle, ou au contraire, les forces de sécurité, notamment l'armée, peut jouer, comme elle a pu jouer au Portugal au moment de la révolution des œillets, une sorte de médiateur ou de passeur vers une forme de démocratie plus ancrée dans la société. Point d'interrogation, si je puis dire, et c'est la grande question aujourd'hui. Oui, les forces de sécurité vont jouer un rôle, oui, le syndicat vont jouer un rôle, oui, les acteurs protestataires ordinaires vont jouer un rôle, mais vers quoi? Vers une sorte de renouveau de la démocratie tunisienne, ou au contraire vers un régime qui sera encore plus personnalisé, plus autoritaire et plus efficace sur le plan sécuritaire. C'est la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui.